3 cas clients pour découvrir comment Esquid répond aux attentes des différents métiers de la chaîne de production. C'est la thématique de cet atelier. Je vais sommairement faire les présentations. Donc cet atelier est proposé par Denis Leroy, ici présent. Bonjour. Voilà. Et moi-même, donc Thomas Roher, voilà, qui suis au marketing. L'agenda est simple, mais j'espère qu'on va pouvoir vous montrer plusieurs choses et que vous serez intéressés. Déjà un petit tour d'horizon de qui est 4D Concept. On va par la suite balayer les grands concepts d'Esquid, qui est un système de gestion de contenu. Et on va aborder ce qu'on appelle des cas d'usage. On va dire 3 types et 3 modes d'utilisation d'une brique spécifique et la brique de gestion de l'outil. Et si vous avez des questions, bien évidemment, nous sommes là pour y répondre. Donc, qui est 4D Concept ? Nous sommes spécialisés en ingénierie documentaire. Nous sommes nés digital, pas du tout print, et on intervient historiquement auprès de grands industriels tels que les grands acteurs de l'aéronautique, l'automobile. Et ces mêmes systèmes et ces mêmes concepts ont été portés vers les secteurs de la presse magazine. Ça fait maintenant 21 ans qu'on est présent sur ce marché. Pour revenir à ce marché, une courte mosaïque de nos références. On aime à croire qu'on couvre les acteurs majeurs, et c'est pour partie le cas, c'est-à-dire qu'on a des références telles que Bayard, le groupe Bayard, qui utilise notre système de gestion de contenu pour gérer l'intégralité de ses objets. On a le journal Le Point pour toute la partie éditoriale, data journalisme, etc. Voilà. Donc, comme je le disais, on est là pour parler d'Esquid, qui est un système de gestion de contenu particulier, puisqu'il est à même de pouvoir gérer ce qu'on appelle tous les contenus, c'est-à-dire tous les types de contenus. Voilà. Et c'est un outil qui est très très riche en termes de capacité et qui offre un grand confort en termes de travail autour des workflows, autour des différents process, puisqu'il a une très forte capacité d'indexation, donc ce qui donne des grands conforts en termes de recherche. Il a la possibilité de pouvoir modéliser et restituer des informations via des tableaux de bord. Voilà, il optimise en gros les processus que l'on retrouve chez la majorité des éditeurs. Et pas que, puisque c'est aussi une brique que l'on utilise pour des clients industriels qui ont ces problématiques de gestion de contenu. Voilà. Les concepts, en quelques blocs. Qu'est-ce que l'on met derrière système de gestion de contenu ? Donc c'est un outil, une base de données qui offre des vues métiers et qui a la capacité de faire de l'acquisition. Donc comme je disais, tout type de contenu. Également qui offre des capacités de création. Là on va retrouver tout ce qui est rédaction, édition, mais également assemblage de contenu pour produire de nouvelles publications par exemple. On a la brique de gestion, je vais y revenir plus longuement. La partie publication qui couvre tout ce qui est imprimé, mais également les nouvelles interfaces numériques, quelles qu'elles soient. Dès qu'il y a un écran, on a une offre adaptée. Et on s'appuie sur les nouvelles technologies qui vont de la réalité augmentée en passant par l'intelligence artificielle, etc. La diffusion, alors pour nous la diffusion c'est un terme particulier, on parle de diffusion digitale, c'est comment on s'assure qu'une information va à la bonne audience et quels sont les leviers que l'on a pour évaluer que l'on a bien atteint la cible. Donc on va s'arrêter sur trois cas qui concernent 3 métiers, si je puis dire, différents. Et donc on va regarder plus en avant la brique qui concerne la gestion, dans laquelle on a une notion de pilotage. Alors dans pilotage de projet, pilotage de publication, c'est vraiment comment on pilote un projet éditorial de A à Z. Il y a cette partie métadonnées, c'est toutes les données qui servent justement à nourrir tous les automates, que ce soit le digital ou les chaînes print, et toute la partie collaborative, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, on s'inscrit dans des outils, des grandes suites collaboratives. Voilà. Les différents métiers que l'on va couvrir sur cette présentation concernent entre autres la partie pilotage qui va intéresser les fabricants, puisqu'on va aborder un exemple de planning de fabrication.
On va également parler de l'enrichissement des métadonnées avec des techniques d'enrichissement par des robots particuliers qui sont l'intelligence artificielle, qui ont une capacité à traiter des très très gros volumes d'informations, plus que l'humain n'est capable de faire. Et la partie collaborative, qui elle va concerner plus particulièrement, on va dire, les ressources humaines, mais également les assistants de rédaction ou les services de rédaction, avec un exemple sur une gestion de piges et de pigistes. Voilà. La partie qui concerne la fabrication. Donc on a des différents principes et objectifs sur cette réalisation qui étaient en tous les cas de mieux planifier les projets, à savoir pouvoir prendre assez facilement des petits briefs et des briefs précis, aller dans les parties de visage, assurer la planification, avoir une capacité décisionnelle sur un go, no-go de projet, gérer des relances, partager des contenus, suivre l'état d'avancement, voilà, jusqu'à la facturation. Donc c'est quand même une gestion, on va dire une planification de projet, de publication qui est assez complète. C'était le fait de disposer de bases documentaires. C'est entre autres pouvoir référencer les fournisseurs, les différents points de livraison avec les contacts, les adresses, les horaires. Donc on pourrait assimiler ça à un annuaire, mais en tous les cas on se retrouve avec une base d'informations puisque tous les contenus sont liés entre eux, et ce qui fait qu'on se retrouve avec une base documentaire. On dispose également de formulaires pour piloter les demandes de prix et aussi les bons de commande. Par effet de levier, ça évite des ressaisies multiples et relativement chronophages, de limiter les mails échangés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on collabore beaucoup avec un email, mais tout simplement parce qu'on n'a pas forcément une vue temps réel de l'état d'un projet. Et ça permet également de collecter beaucoup plus de données, et la donnée, ça permet de faire des statistiques, des prévisions. Donc, dans ces principes, si on résume, on a cette partie de gestion centralisée et collaborative des plannings. On a la partie capacité d'avoir des champs calculés et contrôlés. Alors, quand je dis des champs, je pense à des jalons et des données dans les jalons, dans le monde du projet. Cette mise à jour temps réel et des capacités de fusion et d'ajout de jalons. C'est-à-dire qu'un projet, c'est quelque chose de très vivant qui est amené à fluctuer. Et des fois, on est amené à prendre des raccourcis ou rajouter des étapes supplémentaires. Et également, on peut personnaliser les plannings suivant les différents projets, c'est-à-dire qu'on n'a pas un planning standard pour les différentes publications. On a ici à l'écran une interface qui a été implémentée sur de la création des plannings, création de planning, mais également des tâches. Donc on va avoir un outil de supervision d'administration qui permet de déclarer les différents plannings. Je ne vais pas m'étendre sur cette partie-là, mais plutôt vous montrer concrètement quelques fonctionnalités, dont entre autres comment modifier simplement un jalon et générer un rétro-planning. Basé sur des règles. Donc là, on a une vision d'interface, on a simplifié la gestion de projet en quelques étapes, et on peut voir que à chaque jalon doit correspondre des dates. Il y a des histoires de décalage avec les jalons précédents et suivants, et on peut aisément recalculer complètement un planning de manière rétroactive en changeant une valeur dans un des jalons. Ce qui arrive assez fréquemment. Un autre exemple de fonctionnalité, c'est l'alerte qu'on appelle l'alerte week-end. C'est lorsqu'on va sélectionner une date qui n'est pas conforme, qui n'obéit pas à une règle. Là, entre autres, on a la règle du personne ne travaille le week-end, donc rien n'est faisable. Donc on a des alertes qui s'affichent. Donc typiquement, lorsque un utilisateur vient sélectionner une date qui n'est pas conforme, il a une alerte visuelle, mais il pourrait avoir une alerte pourquoi pas par email, quelque chose d'un petit peu plus élaboré en fonction des habitudes des différents clients. Donc voilà, là on a ce phénomène de mise à jour vraiment temps réel des différents jalons du planning. On a souvent besoin également de fusionner des jalons, c'est-à-dire qu'on souhaite
centraliser un lot de différentes étapes parce qu'on a externalisé et qu'on n'a pas besoin d'un suivi peut-être fin. Là, on a une procédure qui permet de déclarer des champs fusionnés et qui vient agréger toutes les informations au sein d'une même cellule. Alors, ce design Excel, si je puis dire, est voulu, puisque les utilisateurs qui procédaient et qui utilisaient un tel planning étaient habitués à Excel. Donc, on a voulu rendre du confort aux utilisateurs, ne pas leur mettre quelque chose de trop en rupture avec leurs habitudes, ce qui va avoir lieu de toute façon dans les prochaines étapes. Et donc, par exemple, ici, on a un exemple de planning en production chez Unimédia. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus d'étapes, beaucoup plus de jalons. Et là, c'est un exemple de planning pour un lot de parutions. Voilà. Et donc, ils en ont plusieurs en fonction des différents types de parutions. Ici, ce sont des hors-séries, il me semble. On revient sur les différents concepts et on a cette fois-ci la partie enrichissement des métadonnées, enrichissement de contenu avec la partie enrichissement par l'intelligence artificielle. Donc les principes et les objectifs qu'il fallait atteindre, c'était de définir, pouvoir définir automatiquement la catégorie IPTC d'un contenu. Les arbres IPTC sont très riches, mais souvent c'est très difficile de trouver la bonne catégorie rapidement. On va plutôt déléguer ça à l'intelligence artificielle qui, elle, va catégoriser facilement les contenus. Identifier les entités nommées. Il faudra un gobelet, s'il vous plaît. Je peux avoir un gobelet, s'il vous plaît. Là. Le masque. Ah bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Si je tousse, c'est... donc, on va pouvoir identifier les entités nommées, donc, qui consistent basiquement en des lieux, des personnes, des organisations ou des thèmes éditoriaux en fonction des différentes lignes éditoriales de nos clients. Et d'assurer la continuité de lecture, et ça c'est un parcours utilisateur et lecteur qui est très apprécié, et entre autres sur le web ou sur le print, c'est lorsqu'on a fini un article de savoir qu'est-ce qu'on pourrait lire en rapport, en lien, et afin d'assurer cette continuité de lecture et capter d'autant plus l'attention de l'utilisateur. Donc ici, on va voir un exemple d'enrichissement automatique. Voilà. Donc sur une interface qui traite d'un sujet qui est par exemple les présidentielles au Gabon, sur lequel on a un contenu qui est assez riche, assez volumineux. Et on a un module particulier qui, lorsqu'on fait appel et lorsqu'on requête ce module-là, il va aller interroger une intelligence artificielle qui automatiquement va peupler les entités nommées et dans le même lot, sortir les différents articles qui sont en lien suggérés pour assurer cette continuité de lecture. Et ces articles seront ainsi publiés. Voilà. Ça, c'est la même vue. Autre exemple, il est possible d'enrichir les données via un enrichissement automatique lors de l'import de données. Comme je disais, un système de gestion de contenu, il a vocation à créer de la donnée, pouvoir la gérer, mais surtout l'importer et l'exporter. Et donc, lors de l'import, on va faire tourner des mécanismes qui permettent d'aller enrichir le contenu. Donc ici, par exemple, sur cette vue, on a une console d'administration qui permet de définir quelles vont être les différentes sources d'informations qui vont servir à enrichir les différents contenus. Donc on a des flux RSS, mais on a des identifieurs, si je puis dire, qui vont aller dire voilà, c'est en telle langue. Voilà, on a différents sujets à ce niveau-là. Effectivement, on a dans SQL la capacité d'ajouter à l'import de contenu d'un certain nombre de modules qui vont reconnaître à la fois la langue du contenu qui est ingéré,
qui va être capable également d'aller identifier tout ce qu'on appelle les entités nommées, donc les personnalités qui sont reconnues dans le contenu, les lieux, les organisations. On peut comme ça, dans un flux d'import, cumuler les différents modules d'enrichissement, de telle sorte que, par exemple, si une fois qu'on a reconnu qu'un texte est écrit en français, et qu'on a reconnu à l'intérieur du texte qui parle d'un certain nombre de personnalités, mais également qui va parler d'un lieu, d'un pays ou ce genre de choses, d'être en capacité de soumettre l'information qui a été captée à ce moment-là dans un autre module qui, lui, va cette fois faire, par exemple, de l'enrichissement par rapport à la localisation du contenu. On va le voir dans l'exemple qui suit, où finalement, le contenu qui a été ingéré, là, typiquement, parle de la Martinique. Donc, à l'ingestion du contenu, Esquid a été capable de reconnaître que ça parle effectivement de la Martinique. Automatiquement, sur le slide d'après, on voit que le contenu, ça c'est une vue un petit peu technique de l'article qu'on prévisualisait précédemment, mais on voit que le contenu s'est trouvé être enrichi automatiquement par rapport aux informations comme quoi c'est du français, comme quoi à l'intérieur on a trouvé une entité nommée qui s'appelle Martinique, et cette entité nommée Martinique, elle a été soumise à son tour à une autre API qui a permis de reconnaître, d'identifier les coordonnées géographiques de la Martinique. Et l'intérêt de tout ça, évidemment, c'est que le contenu, une fois qu'il est enrichi, on va pouvoir l'exploiter. Et sur le slide suivant, on voit par exemple que ces fameuses métadonnées peuvent être représentées sous la forme d'un widget pour identifier qu'il y a un article qui a été ingéré dans le système et qui a été automatiquement géolocalisé, ce qui nous permet, grâce aux métadonnées, de pouvoir l'exploiter sur des widgets, soit des widgets de type statistique, où on va reconnaître des personnalités dans les contenus, donc on va pouvoir faire des statistiques sur les contenus en fonction des personnalités qui ont été identifiées à l'intérieur, ou alors d'un point de vue géolocalisation, le cas qu'on avait juste avant, à partir du moment où ça parle de la Martinique et qu'on est capable de la géolocaliser automatiquement, eh bien on peut placer l'article comme quoi on parle de la Martinique sur une map monde. Merci Denis. On a un dernier cas qui, lui, va plutôt concerner les ressources humaines et, on disait, les services de rédaction, les assistants de rédaction. C'est la gestion des piges et des pigistes. Donc, les principes et les objectifs sont d'avoir une meilleure gestion des droits d'auteur. En effet, les pigistes sont des auteurs et c'est toujours... et c'est même obligatoire d'identifier qui a contribué à la réalisation d'un contenu. Et surtout, lorsque l'on parle de pigiste, on imagine gestion des utilisateurs externes. Et donc là, par contre, on doit être dans les clous du RGPD. Et donc, il y a des systèmes d'information à mettre en place pour pouvoir répondre à ces obligations-là. Donc ça permet également de qualifier, de segmenter les utilisateurs et de disposer des filtres. Par exemple, de pouvoir identifier, si vous avez besoin d'une parution qui va parler d'histoire, quels sont les pigistes qui ont une spécialité en histoire, etc., etc. Ça permet également d'avoir un rapprochement des factures avec les travaux. Alors ça, ça paraît, si je puis dire, mainstream, mais c'est sûr qu'à partir du moment où on a la personne qui a produit le contenu lui-même, et derrière un lien avec les systèmes de facturation, c'est assez simple de redétricoter, si je peux dire, la pelote ou tirer le fil et avoir par exemple l'intégralité des factures qui ont été envoyées à un pigiste par un pigiste en particulier ou l'intégralité des travaux qui ont été réalisés par un pigiste. Et également, quand on pense pigiste, on pense texte, mais le principe étant de dupliquer cette même gestion aux photographies. Donc généralement, faire appel à un pigiste, c'est avant tout émettre une commande, commander la rédaction d'un article. Donc là, on a un exemple de formulaire tout simple, de commande d'article qui peut être envoyé à un ou plusieurs pigistes pour devisage. Le point vraiment important, c'est faire en sorte que le pigiste, s'il n'est pas identifié par le système, renseigne un formulaire. Et ce formulaire contient des renseignements, des biodatas particulières
qui vont permettre de s'assurer qu'il va répondre à la charte de la société pour laquelle il va travailler, mais également qu'il va s'acquitter justement des bons régimes fiscaux et qu'il va pouvoir déléguer une partie de ses droits. Donc là, on se retrouve avec la partie renseignement RH et surtout la validation d'éléments légaux. Et ça, c'est pour être en accord avec RGPD. Ça et le fait que l'authentification de l'utilisateur externe n'est pas gérée par le système lui-même. Il est délégué à un tiers, à un système tiers. Donc juste un exemple ici d'interface de rédaction de pige, tout simple. C'est des formulaires, on est capable de les fabriquer à façon, même de les modifier à la volée, c'est Hotplug. Mais en tous les cas, ça fait partie là des teneurs éditoriales de tout le cycle pige. Bon, en résumé, on est bien dans les, si je puis dire, dans les concepts de Esquid, qui permet d'ajouter des dimensions complémentaires aux différents documents, à savoir ajouter des métadonnées. Donc c'est cette capacité que l'on a à importer tout type de données. Des données concernant les pigistes, ce sont des données, donc on les retrouve dans le système, les articles eux-mêmes, et pouvoir assumer cette capacité à publier cross-média. L'enrichissement des données, par exemple, la géolocalisation, lorsque l'on veut produire une offre qui va être en lien avec des beacons, par exemple, pour pouvoir envoyer un bon article au bon endroit ou faire une segmentation territoriale, c'est tout autant de capacités du digital offertes par Esquid.